La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec la prise de fonction du nouveau maire de Lokossa, Gervais Hunkperhuenu, occupe officiellement le fauteuil principal de l'hôtel de ville. Son prédécesseur lui a passé service hier lundi à la faveur d'une cérémonie supervisée par le préfet du Mono. Compte rendu de Geoffroy Vincent à suivre dès le début de ce journal. Et puis, l'élection des maires a révélé un homme de l'ombre dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit du nouvel homme fort de la cité dortoir Angelo Arwandjinou. Canal 3 Bénin braque ce soir les projecteurs sur celui-là même qui a pris depuis samedi dernier les destinées de la commune d'Abomey-Calavi. On va donc découvrir ensemble le portrait du maire Angelo Arwandjinou dans un instant. À suivre également le compte-rendu de l'ouverture de la première session extraordinaire du Conseil national du dialogue social. Les travaux ont démarré ce matin à Cotonou et portent essentiellement sur les nouvelles orientations de l'organe, de même que la promotion du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Clément Achadé nous en dira plus avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. C'est désormais une réalité. Gervais Hunkperhuenu occupe le fauteuil de maire de la commune de Lokossa après sa désignation rendue publique le samedi dernier par le parti Union Progressiste, parti majoritaire au sein du conseil communal. Il a officiellement pris service dans l'après-midi d'hier lundi. C'est le préfet du Mono qui a présidé la cérémonie de passation de charge devant nos reporters Geoffroy Vincent et Florent Dehaut. Cette grande salle de conférence de l'hôtel de ville de Lokossa, c'est à un passage de témoins qu'assistent personnalités, autorités politico-administratives, ainsi que de simples habitants de la cité. Il s'agit de la passation de charge entre le nouveau patron de l'hôtel de ville, Gervais Hunkperhuenu, et son prédécesseur, Pierre Kokou Awadji. Un passage de témoins entériné par le préfet du département du Mono. Une occasion pour le personnel de la maison de dire bye-bye à l'ancien maire et bienvenue au nouveau. Monsieur le maire entrant, le personnel de la mairie de Lokossa, qui n'est pas un étranger pour vous, a à cœur de se consacrer à l'essence de leur fonction. Ils souhaitent pouvoir disposer des moyens pour concentrer leur énergie sur les missions professionnelles. Le maire sortant, Pierre Kokou Awadji, vient de passer 5 ans à la tête de la commune. Tout en félicitant son successeur, il est revenu sur les grands faits et actions qui ont marqué sa gestion de la cité de l'Espérance. Pour rappel, à ma prise de service en septembre 2015, le budget de la commune était équilibré en recettes et en dépenses pour un montant de 974 398 38 369 francs CFA. À mon départ, je laisse un budget équilibré en recettes et en dépenses pour un montant de 2 219 422 324 francs. Gervais Hunkperhuenu, le nouveau patron de l'hôtel de ville de Lokossa, s'est ensuite vu porter par le préfet son écharpe, symbole de sa prise de pouvoir. Puisque c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, nous nous appuierons notamment sur l'heureuse expérience de l'Asso Baobab, célèbre équipe de handball de Lokossa, et ferons du sport un maître mot pour révéler Lokossa dans le Bénin révélé. Nous nous évertuerons à offrir à la commune de Lokossa une salle de spectacle digne du nom dans le domaine énergétique. Nous ferons en sorte que la commune de Lokossa soit citée comme exemple dans l'utilisation des énergies renouvelables. Ainsi qu'annoncé, lors des campagnes, nous attacherons du prix à l'amélioration de l'administration communale en la rendant plus efficace et plus proche des usagers. Je voudrais déjà vous assurer l'appui nécessaire de l'autorité de tutelle que nous sommes. Par ailleurs, le pouvoir central jouera pleinement sa partition au fin de vous permettre d'inscrire les performances de la mandature dans l'histoire.
Gervais Rumpekwenou, le nouveau maire de la commune de Lokossa, est un enseignant-chercheur. Il a été désigné à ce poste par le parti Union progressiste, UP, parti majoritaire au sein du conseil communal de Lokossa. Il a pour premier adjoint Norbert Gangbeji et pour deuxième adjoint Rodéo Menikpa. Je vous propose de suivre à présent les impressions de quelques personnalités qui ont pris part à cette cérémonie de passation de charge. Elles se prononcent au micro de Geoffroy Messan avec des réactions faites d'encouragement, de soutien et de promesses de relever ensemble les défis de la commune de Lokossa. On écoute. Un nouveau jour s'est levé sur Lokossa aujourd'hui. Ma joie est immense. Je souhaite au maire entrant courage, persévérance, parce que la tâche est immense. La tâche qui est là n'est pas pour le maire seul, c'est tout Lokossa qui doit se mettre en œuvre. Parce que nous avons accumulé tant de retard, et tout le monde le sait. Une Rosine Dainho et un certain Sossou Dakpe, tous députés à Porto-Novo là-bas, se sont retrouvés chez eux ensemble. C'est pour la première fois depuis plus de 6 ans, je crois, que nous nous sommes retrouvés comme ça ensemble pour la cause de ce même Lokossa qui nous a envoyés là-bas. Je remercie les mânes de nos ancêtres, nos arrière-parents, ce que nous adorons chez nous, pour que ce nouveau conseil puisse s'éclairer, avancer pour le développement de Lokossa. Je ne marchanderai pas mon soutien, ça c'est certain. Mon savoir-faire, je ne le marchanderai pas. Je suis prêt à les accompagner à tout moment, de jour comme de nuit. Et pendant les campagnes, nous avions dit à la population, là où il n'y a pas l'électricité, nous ferons tout pour qu'il y ait l'électricité. Là où il n'y a pas l'eau, nous ferons tout pour qu'il y ait l'eau. Lokossa doit changer. C'est une équipe jeune et il faut que la population de Lokossa sache que le conseil qui est là va travailler pour eux. Au cours de notre argumentaire de campagne, nous avons dit nous allons faire un audit organisationnel et financier de la mairie. Ça là, il le faut. Moi, je voudrais inviter tous les cadres de Lokossa, la diaspora, où qu'ils se trouvent, de venir vers nous. Nous allons les inviter, nous allons nous asseoir et élaborer une plateforme pour que chacun puisse apporter sa contribution à l'édification de la cité Espérance, Lokossa. On quitte le département du Mono pour celui de l'Atlantique. Il faut dire que l'exercice de renouvellement des conseils communaux est arrivé à terme et l'on connaît désormais les nouvelles équipes des 77 communes du Bénin. Parmi celles-ci, la commune d'Abomey-Calavi, dont le nouveau maire a nom, Angelo Arwandinou. C'est un cadre et acteur politique des premières heures qui a fait peu de bruit par le passé avant d'être révélé aujourd'hui aux habitants de la cité dortoir. Quelques jours après son élection, Canal 3 Bénin fait un zoom sur lui, histoire de mieux vous le faire connaître. C'est à travers ce sujet portrait signé Narcisse Alossé. Voici celui à qui les destinées de la commune d'Abomey-Calavi sont confiées pour les 6 années à venir. Angelo Évariste Arwandinou, la quarantaine seulement, mais nanti d'un parcours politique peu commun. Depuis notre tendre enfance, il a toujours nourri le vœu de participer activement au développement de ce pays. Et je l'ai vu à l'œuvre. Comme la politique est un parcours initiatique, au début, il avait créé un mouvement, c'est-à-dire le MGLD. Et après ça, dans le cas des élections de 2016, les présidentielles, il a été superviseur général pour la 6e circonscription électorale. Et à l'issue des élections, le grand talent a été porté au pouvoir. Il a d'abord milité, il a dirigé beaucoup de choses pour nous dans la commune de Calavi. En matière de politique, ce n'est pas un homme nouveau. Il est un homme connu de tout le monde. Et près d'un an après l'élection du candidat Patrice Talon à la magistrature suprême du Bénin, ce monsieur s'est vu confier la direction de l'administration et du patrimoine de l'Office de gestion des stades du Bénin. Un poste qu'il a occupé jusqu'au 29 avril 2020, où il a été promu directeur départemental
des sports de l'Atlantique. Bon, tout homme a des défauts, hein. Bon, Awadino Angelo est un jeune, mais qui est celui qui n'a pas de défauts? Moi, je ne sais pas. Défaut, je ne connais pas trop de défauts. Il est un peu exigeant. Il aime le travail bien fait. C'est des qualités qui dérangent la plupart des Béninois qui veulent vivre la sinécure. Aujourd'hui, son destin politique le parachute à la tête d'une des communes les plus grandes du Bénin. Avec sa qualité de cité dortoir pour cadre de l'administration étudiant opérateur économique, Abomey-Calavi s'établit sur une superficie de 539 km² pour une population qui tutoie déjà le million d'âmes. Et le nouvel homme fort de la commune, lui, est titulaire d'une maîtrise en sociologie et d'un master en études prospectives de développement. À 42 ans bien sonnés, Angelo Evariste Awandinou est actuellement en année de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi. Le Nord Bénin à présent, après l'annonce par le préfet de la Donga de la nouvelle équipe dirigeante du conseil communal de Djougou, le coordonnateur communal du bloc républicain dans la région, l'honorable Zoumarou Wallis, tout en saluant la désignation de Malik Seibou Gominan à la tête de l'hôtel de ville, fustige tout de même le fait que l'on l'ait écarté du processus de désignation des adjoints au maire, toute chose qui, selon le député de la 13e circonscription électorale, n'est pas de nature à renforcer la cohésion au sein de la famille du cheval blanc dans la Donga. L'honorable Zoumarou Walissa est au micro Canal 3 Bénin 2, Alassane Harouna et Abdouraouf Yaya. Si on veut faire le bilan, le bloc républicain a eu 23 conseillers sur les 33. Ça veut dire qu'on n'a laissé que des miettes aux autres partis. Sur les 12 arrondissements également, nous avons pris 10. Ça représente à peu près les 110% des sièges que nous avons raflés. C'est une fierté. Malheureusement, je le dis, vers la fin du processus électoral, les choses vraiment, ça a eu un chamboulement parce que ça nous a laissé sur notre faim. Vraiment, c'est malheureux parce que, bon, on avait ici entamé le processus d'identification des gens de la composition de l'exécutif du conseil. Et tout se passait très bien. Et quand on nous a rappelé à Cotonou en disant, bon, il y a des difficultés d'application de la loi. Bon, quand on est parti, on se demandait comment les choses allaient se passer. On attendait d'avoir des directives pour qu'on se revoie. On ne se voyait pas. Nous avons tenté de rencontrer notre leader, Ablaye Biochane, ABT. Bon, ben, alors que moi j'attendais, on nous a dit que la liste a été déposée. Et ce que nous avons appris, c'est que, bon, il y a un groupe que notre leader a rassemblé, que c'est avec le groupe qu'il a travaillé et que, bon, on a sorti la liste. C'est quand même dommage qu'entre nous, que les gens soient aussi malhonnêtes et qu'ils ne veuillent pas vraiment être... Parce que si on s'était assis et discuté, tout se passait bien. Moi, je n'avais personnellement pas de choses. Pourvu qu'on me convainque que tel vaudrait mieux que tel autre. Ce qu'on veut, c'est une équipe. Et même si tout devait se passer, c'est d'abord celui qu'on a pressenti comme maire, c'est à lui qu'on devrait dire avec qui il peut le mieux collaborer pour mener les choses. Malheureusement, pour mener la barque. Parce que ce n'est pas un cadeau qu'on fait à quelqu'un. J'ai eu l'impression que les gens, chacun voulait placer son protégé. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on nous a exclus. Les gens estimaient bien que nous, si on est là, on ne va pas accepter. Mais moi, je ne vais pas avaler les couleuvres. Je ne suis pas là, je n'ai pas dit si on ne met pas tel, je ne veux pas. Le souci que j'ai, c'est d'avoir une équipe solide, solidaire, capable de mener, d'assumer la tâche. Notre leader, Ablaye Biochane, je suis allé le voir pour dire, mais qu'est-ce que j'ai appris ceci, c'est appris ceci. Bon, il essayait de m'expliquer que non, c'est pas fini. Et bon, lui, il a donné une liste en attendant qu'on se concerte. Et bon, après, on attendait qu'il y ait cette concertation. On ne l'a jamais eu jusqu'à présent. Et tant et si bien que la liste qui a été déposée là-bas, vraiment,
c'est loin de dire que c'est une liste consensuelle. Bon, mais qu'on vienne à la fin comme ça, qu'on ait travaillé, qu'on ait eu ces résultats et qu'on n'ait pas vraiment, nous ait pas donné le minimum de possibilités de nous prononcer sur les dernières positionnements de nos militants. Je crois que c'est vraiment blessant, c'est vraiment humiliant et je ne peux pas me taire. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre la direction qu'on confie la direction. Je suis allé là-bas, j'ai voté pour la nouvelle loi. Mais cette nouvelle loi, pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'il y ait un peu plus de démocratie à l'interne. Il faut qu'il y ait une démocratie interne avérée. Si on doit laisser le choix des personnes dans les mains de quelques personnes qui ne sont même pas souvent sur le terrain, qui choisissent des gens, peut-être parce qu'on les a démarchés, peut-être parce qu'ils ont des intérêts inavoués que les gens vont défendre pour eux, ce serait vraiment pas bien. On change de cap avec un pas en arrière pour atterrir à Parakou, dans le département du Borgou. L'école doctorale des sciences agronomiques de l'eau et de l'université de Parakou a donc enregistré un nouveau docteur. Son nom, Anselme Yenakpon Chetani. Il a brillamment soutenu sa thèse de doctorat samedi dernier sur le thème « Effet de la variabilité climatique et des ravageurs sur la production des noix d'anacarde au Bénin ». Lukman Oruchewu et Aboubakar Doko pour plus de précision. Nous l'avons déclaré digne du grade de docteur de l'Université de Parakou avec la mention très honorable avec félicitations du jury. C'est le verdict du jury qui fait d'Anselme Yenakpon Chetani, docteur en sciences agronomiques de l'Université de Parakou, option aménagement et gestion des ressources naturelles. Mais avant d'arriver à cette étape, l'impétrant a dû faire face à un jury composé de 6 sommités du monde universitaire pour la défense de ses travaux de recherche scientifique. Les recherches ont porté sur le thème « Effet de la variabilité climatique et les ravageurs sur la production des noix d'anacarde au Bénin ». Une étude qui vise à améliorer, selon l'impétrant, la productivité d'anacarde, deuxième produit destiné à l'exportation au Bénin derrière le coton. Nous avons d'abord posé un diagnostic qui nous a permis d'avoir un répertoire de l'ensemble des contraintes qui freinent le développement de la filière anacarde au Bénin. Et en le faisant, nous avons associé les producteurs à travers leur perception. Et il ressort que la majorité des producteurs ont comme perception, comme contrainte majeure à l'intensification de la production des noix d'anacarde au Bénin, le vieillissement des plantations, c'est-à-dire le matériel végétal, la variabilité climatique et les insectes ravageurs. La corrélation entre les extrêmes variables climatiques et le rendement en noix d'anacarde a été établie dans l'étude qui révèle que la pluviométrie totale annuelle influence le rendement. Des solutions scientifiques qui sont proposées aux producteurs. Et au vu de l'importance de la filière en plein essor et de la qualité du travail abattu, l'impétrant a reçu les félicitations des membres du jury. De plus en plus, nous devrons promouvoir les cultures de rente. Pendant longtemps, c'était le coton. Aujourd'hui, il faut chercher d'autres cultures de rente comme celle de l'anacardier. Et c'est ça qui fait la pertinence de ce thème abordé par le candidat. Il a pu confronter la perception des agriculteurs, des producteurs de noix d'anacarde à la réalité identifiée et étudiée par lui-même pour arriver à proposer quelques solutions. A précisé que la soutenance s'est déroulée par visioconférence. Le président du jury étant à Lomé au Togo n'a pu effectuer le déplacement de Parakou pour cause de la pandémie de Covid-19. Les travaux de la première session extraordinaire du Conseil national du dialogue social ont démarré ce matin à l'Infosec de Cotonou. Les membres du Conseil se sont rencontrés pour débattre des orientations de l'évaluation de leur structure visant la promotion du dialogue entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Le lancement des travaux, disais-je, a eu lieu à l'Infosec de Cotonou devant Clément Achadé et Henri Ganti. Reportage. Reprennent au niveau du Conseil national du dialogue social. Ce mardi, partenaires sociaux et représentants du gouvernement se penchent sur les dossiers qui attendent l'organe du CNDS. Il s'agit pour le compte de cette session extraordinaire du débat général sur les orientations de l'évaluation du Conseil depuis sa création, l'examen et la validation des différents rapports du projet relatif à la promotion des conventions collectives du travail de branche en République du Bénin.
Je voudrais vous rappeler que la dernière session extraordinaire du CNDS de l'année écoulée n'avait pas pu se tenir à cause de certaines divergences, et c'est dans la recherche de solutions que plusieurs propositions ont été faites dans le sens d'une évaluation de nos actions. Cette option aurait pu se concrétiser depuis le début de cette année, mais la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus ne l'a pas permis. Avec votre permission, il me plaît de rappeler une fois encore à votre attention que le cadre de dialogue social qu'est le CNDS a pour vocation de rechercher les solutions les plus adéquates en vue de promouvoir les entreprises et leur personnel dans un environnement qui inspire la confiance et assure la sécurité des biens et des personnes. Le CNDS devra jouer efficacement ce rôle, surtout en ce moment où une crise sanitaire sans précédent dicte sa loi au monde entier. Des consultations sont en cours et sont très avancées afin que le CNDS puisse proposer aux autorités de notre pays les meilleures pistes de relance des entreprises et des emplois après le passage de la pandémie du coronavirus. Au cours de cette première session extraordinaire de l'année 2020, le Conseil national de dialogue social veut alors passer en revue les questions actuelles relatives à la promotion de la paix sociale. Pour rappel, le Conseil entend réaffirmer sa détermination pour impliquer davantage les partenaires tripartites aux résolutions issues des négociations collectives au niveau national, départemental, sectoriel des branches d'activité et même des entreprises. Tout ceci pour la consolidation des conditions économiques et sociales du pays. La réunion virtuelle du comité régional de pilotage du projet SWID, le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique a démarré depuis hier. Une visioconférence qui a réuni les experts et les partenaires techniques et financiers sur la question d'autonomisation dans le contexte du coronavirus, suivie d'une autre réunion virtuelle des ministres. Au terme de cette concertation, le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, a animé une conférence de presse pour expliquer la campagne multimédia sur la crise du coronavirus. Les précisions avec Assion Kanyasiangon et Moufid Saboua. C'est une campagne multimédia sur la pandémie de Covid-19 qui a fait l'objet de la conférence de presse du ministre d'État chargé du plan et du développement. Le lundi 5 juin, il a expliqué que cette campagne menée par le projet SWED, projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique, et discuté en vidéoconférence entre ministres de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a permis de se pencher sur plusieurs points. L'essentiel à porter sur les actions contre la pandémie. Nous avons examiné surtout l'évolution du projet SWED dans le contexte actuel de la Covid-19 pour examiner comment cela affecte nos pays et quelles sont les réponses que chacun a pu donner et surtout qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble sur le plan régional pour que cette pandémie ne vienne pas freiner nos efforts de développement et surtout nos efforts pour promouvoir le genre et travailler pour l'autonomisation des femmes. Le projet SWED œuvre à la limitation des effets de la pandémie et en y associant des actes clés, le projet recherche des résultats. L'objectif ici, c'est de mener une campagne de sensibilisation pour informer les populations, pour qu'ils puissent connaître davantage ce que c'est que la Covid-19 et connaître réellement les attitudes à adopter, aussi bien en matière de prévention qu'en matière curative. Ainsi, les populations sont invitées à ne pas baisser la garde sur les mesures préventives qui restent les seuls moyens de protection. Pour y parvenir, il est important d'intensifier la communication. Nous devons également trouver les moyens pour vraiment communiquer au sein de nos communautés à la base. Et pour ça, nous avons utilisé les acteurs clés qui sont ici, les leaders religieux, qui sont vraiment des acteurs communicants pour vraiment toucher les communautés à la base. La campagne cible toute la population béninoise de façon générale,
et plus spécifiquement s'adresse aux femmes et aux adolescentes. Il entend renforcer leur accès à l'éducation, à la santé maternelle et infantile de qualité et aux services de planification familiale. Il vise aussi à réduire l'inégalité et à lutter contre les violences basées sur le genre. Au Bénin, la vie reprend progressivement son cours normal après les mesures restrictives prises par les autorités pour freiner la propagation du coronavirus. Seulement, la joie des acteurs de certains secteurs autorisés à reprendre leurs activités contraste avec le désarroi des autres qui poursuivent le repos à eux imposé. C'est le cas du monde sportif du Bénin qui voit les stades toujours fermés. Du coup, l'une de nos équipes de reportage est allée les sonder pour voir leur état d'âme. C'est un constat signé Narcisse Alossé et Moufid Saboua. Depuis près de 3 mois que les stades et autres lieux de pratique de sport de compétition sont orphelins de leur fièvre habituelle. Les mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus sont passées par là, mais depuis la posture d'assouplissement adoptée par les gouvernants, le monde sportif nourrit des attentes. Nous constatons que dans la vie, tout est presque normal et il suffit que le gouvernement nous dise, vous commencez, mais pourquoi pas sous certaines conditions. Nous voyons un peu ce qui se passe ailleurs. Je crois qu'on pourrait s'aligner dans ça pour soulager tout le monde. Sinon, en tant qu'acteur de football, on a envie de taper dans le ballon. Nous, c'est notre passion à nous. Donc, si ça ne tient qu'à nous, on joue au football et puis il n'y a pas de souci. Au-delà de l'aspect ludique, c'est pour nous une véritable activité de réveil musculaire et nerveux. C'est important pour nous sentir à l'aise parce que nous avons des organes qui sont ralentis. Le déconfinement va continuer à les mettre au ralenti et ce n'est pas bien pour notre santé en réalité. Derrière ces attentes, la dernière décision du gouvernement d'autoriser certains secteurs à rouvrir. Seulement, le sport n'a pas été pris en compte et certains acteurs semblent rester sur leur faim. Quand on voit un peu tout ce que le football nourrit, un peu, vous imaginez un match de football, vous avez les vendeurs d'eau, vous avez les tickets, vous avez les gaz. Il y a beaucoup de monde que ce secteur embrasse. Les gens peuvent quand même voir les sports de compétition et quand même autorisés parce qu'avec les sports de compétition, on peut travailler avec un groupe restreint pour ne pas déborder. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui nous attendent. Il y a un certain nombre de choses que nous devons rattraper. Alors, en ce qui me concerne, je peux dire que c'est une brèche qui a été ouverte, tout simplement. De toutes les façons, je crois déjà que de façon continuelle, on peut appeler ça un déconfinement progressif, suivant l'expression. Alors, l'envie de jouer au football nous tient, que ce soit les joueurs et les acteurs de club, par rapport à l'investissement aussi qui a été fait. Et vu les exigences du sport de haut niveau, les athlètes n'ont pas été laissés au repos en cette période de restriction. Au niveau de toutes les fédérations ou presque, des programmes spéciaux ont été confectionnés pour permettre aux uns aux autres de garder leur niveau athlétique. Au niveau des clubs et autres, les encadreurs, les techniciens, les responsables de clubs ont mis quelque chose de léger en place pour que chacun, là où il est plus ou moins confiné, puisse commencer par se dire que ça peut commencer à tout moment. Tout footballeur professionnel, c'est 1 mois et demi au plus de repos avec une trêve. Mais pendant la trêve, on leur donne un programme individuel qu'ils exécutent. Vous imaginez, nous qui sommes complètement ici à l'arrêt, il faut au moins 2 voire 3 mois pour que le joueur puisse un peu se retirer. Donc, c'est d'énormes dégâts. Et si éventuellement on venait à reprendre, ça va être très très compliqué parce que tous les organismes sont déjà laissés au repos. Il va falloir maintenant redémarrer la machine et ça va prendre énormément de temps. Mais la plupart des acteurs rencontrés par notre équipe de reportage se sont accordés sur la justesse des mesures prises par les autorités. Les gestes barrières sont d'actualité, surtout les supporters. Parce que le gros volet du problème, c'est à ce niveau. Si nous allons jouer, quelles sont les dispositions que nous allons prendre? Surtout quand nous savons que le football, c'est un sport d'euphorie, où on peut s'embrasser, on peut même oublier qu'on est en cache-nez suivant les actions et les trucs. Qu'est-ce qui va se passer? La passion, certes, mais la santé d'abord des Béninois. Il y avait une vie avant la Covid-19 et il y en aura après cette pandémie, nous ont confié nos interlocuteurs de circonstances qui ne cachent tout de même pas leur envie de retrouver les aires de jeu. L'assouplissement des mesures ici redonnera vie au stade du pays, condamné depuis peu à un silence de cathédrale.
Reportage signé Narcisse Alossé et Moufid Saboua. Tout autre chose à présent avec Canal+, qui relance ses activités après plusieurs mois de confinement. En tête d'affiche, la nouvelle série Cacao et le retour de la Liga. La rentrée télévisuelle sur Canal+, c'est aussi plus de 15 nouvelles chaînes pour satisfaire toutes les couches. Les responsables de Canal+ Bénin ont organisé une conférence de presse hier lundi pour annoncer officiellement les surprises qui attendent les abonnés dans ce mois de juin. C'était à Canal Olympia de Wolgade à Cotonou. Précision, Ulrich Gaba et Eder Mpevi. C'est le retour en force de Canal+ après le déconfinement. À travers un programme très alléchant, le groupe Canal+ relance ses activités et promet un mois tout feu tout flamme à ses abonnés. Premier cadeau pour susciter euphorie et enthousiasme chez les téléspectateurs, la nouvelle série Cacao. Qui marche très bien. Et tu prétends entamer les négociations avec les Chinois? J'y arriverai avec tes conseils, mon oncle. Chez les Despa, vous êtes dans le coma. Vous avez bien préparé votre coup, ta mère et toi. Arrête de faire semblant, je n'ai presque cassé. Qu'a-t-il bien pu se passer pendant ces 12 épisodes pour en arriver là? Ça suffit. La guerre est déclarée. Je vais quitter cette famille. Cacao, la nouvelle série Canal+ originale, dès le 15 juin seulement sur Canal+. Le synopsis de la série en quelques mots, ça se passe dans le nord de la Côte d'Ivoire et ça se passe dans le monde du cacao. Donc c'est deux entreprises rivales, deux dynasties familiales qui s'affrontent pour la possession et pour le contrôle du cacao dans cette région du nord de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une série avec de l'action, c'est une série avec de l'aventure, mais c'est aussi une série avec des sentiments, des relations qui vont se créer. Donc on espère qu'elle plaira à tout le monde, puisqu'en fait le panel de sentiments que vous pourrez retrouver dans cette série est très large. Après des mois de privation, que reprenne enfin la fièvre, la passion. Comme on peut s'y attendre, les amoureux du cuiron auront également leur dose avec la Liga qui reprend. C'est une rentrée footballistique qui s'annonce avec les stars qui font rêver sur la pelouse verte et tous les experts de Canal+ pour commenter, critiquer, décortiquer tous les matchs et performances des joueurs. Sur Canal+ Sport, nos experts vous diront est-ce que vraiment Neymar partira au Barça ou non? Est-ce que LeBron James et d'autres sports aussi? Qu'est-ce qui va se passer? Sans plus tarder, d'autres nouvelles des bouquets Canal+. Confirmation pour annoncer, mais quand même, gardez au fond de la tête que c'est prévu pour le 20 juin, la reprise de la Serie A. Pour la relance de ces activités, Canal+ pense également aux enfants avec le retour de la chaîne Mangas dans ses bouquets pour égayer, distraire et éduquer. Les chaînes nature, découvertes et de documentaires sont également au rendez-vous de cette nouvelle aventure qui s'annonce époustouflante sur Canal+, avec plus de 15 nouvelles chaînes. Les bouquets Canal+ se sont enrichis pendant les semaines passées. Nous avons plus de 15 nouvelles chaînes qui ont rejoint nos antennes. Vous en avez dans différentes catégories en termes de découverte. Nous en avons pour le divertissement, pour les personnes anglophones et bien sûr tout plein de chaînes africaines. C'est un mois de juin bien achalandé qui s'annonce donc sur Canal+, avec en tête d'affiche la série Cacao et le retour de la Liga. C'est le moment de se réabonner pour découvrir toutes les nouvelles chaînes et passer de bons moments en famille ou avec les amis. Qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Comme d'habitude, tôt sur Actu Matin, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. Ce serait la une des journaux. Allez, portez-vous bien.